Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui raconte l'écologie, la vraie, simplement. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine je reçois un ou une invitée pour parler écologie, climat et environnement. Nous explorons ensemble les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire, sans greenwashing ni bullshit. Nous abordons les problématiques qui font du XXIe siècle le siècle des menaces et nous discutons des actions les plus réalistes, concrètes et efficaces. L'effondrement de la société a déjà commencé, la 6e extinction de masse est en cours et le changement climatique entraîne chaque année de nombreux dégâts, morts et réfugiés climatiques. Alors plus de temps à perdre, c'est maintenant ou jamais. Je te laisse directement avec l'invité de l'épisode et notre discussion. Salut Elodie. Salut Brice. Merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur le Point Résistance écologique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, nous parler de ton parcours, de tes activités actuelles ? Oui, je suis Élodie Nas, je suis activiste pour la justice climatique et je suis porte-parole d'Alternativa et Action non violente COP21, qui sont deux mouvements qui se battent pour la justice climatique. Je suis basée à la base, qui est un lieu assez incroyable, notre quartier général de la mobilisation climat et sociale à Paris. Trop bien. Je savais pas cet élément-là, et pourtant j'avais rejoint le Slack à un moment il y a quelques temps, mais Ok. après j'avais quitté parce que j'étais pas sur place ni rien, mais ok, trop cool. Alors justement, Alternativa, ANV, COP21, je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui connaissent au moins le nom de ces mouvements. Il y a des associations qui sont derrière, il y a des associations locales, mais à la base c'est vraiment des mouvements, c'est pas juste des associations, on est d'accord? Oui, c'est Alternativa et Action non violente COP21, ce sont deux mouvements citoyens qui sont complémentaires. En fait, le Alternativa a été fondé en 2013 avec vraiment l'idée de mettre en avant les alternatives qui existaient déjà, enfin les alternatives au dérèglement climatique dans tous les domaines. Action non violente COP21 est née juste avant la COP21, comme son nom l'indique, en 2015 à Paris, avec l'idée de résister, vraiment de porter la résistance par des actions directes ou par des actions de désobéissance civile pour dénoncer les décideurs, les responsables politiques et économiques euh, responsables du changement climatique. Depuis, le mouvement a beaucoup grandi. Il y a effectivement une centaine de groupes locaux partout en France. Euh, on mène diverses actions avec un répertoire d'actions assez important. À la fois, effectivement, la mise en lumière des alternatives sur les territoires, aussi du plaidoyer local, euh, l'organisation de grandes mobilisations. Par exemple, à Paris, nous, on est à l'origine, on a été dans l'organisation de toutes les marches pour le climat, Mhm. euh, mais aussi des actions de désobéissance civile. Le décrochage de Macron. Exactement, c'est vrai que un des types d'actions qu'on a pu faire, c'est pas le seul, mais c'est les décrochages des portraits présidentiels dans les mairies. Donc, ça a été lancé en 2019, juste après la réponse du gouvernement à l'affaire du siècle. En gros, suite à cette pétition qui a réuni plus de 4 millions de signataires, donc ce sont 4 ONG qui ont assigné l'État en justice pour une action climatique. Et le gouvernement a répondu en disant si, vous dites n'importe quoi, nous on fait très bien notre travail, etc. On ne changera pas de. Enfin, voilà, on va continuer comme prévu. Et donc on se disait qu'on pouvait pas rester sans rien faire et on a lancé ces petites actions. La première fois, c'était dans 4 villes différentes en même temps, euh, 2 villes au Pays Basque, à Lyon et à Paris. On est rentré dans des mairies, on a décroché le portrait, on est parti avec. On avait des médias avec nous et ça a été largement diffusé à tel point on a eu des gardes à vue, plusieurs Ouais. procès. On a 44 procès parce que c'est pas fini, 44 procès pour une centaine de militants et militantes partout en France. Et du coup, on a réussi à créer une sorte de phénomène médiatique, une Mhm. tribune, qui nous a permis d'avoir davantage d'espace pour dire ce qu'on avait à dire et dénoncer
le manque, l'inaction et même le sabotage parfois du gouvernement d'Emmanuel Macron sur les questions climatiques, mais sur les questions aussi sociales, puisque à ce moment-là, on était en plein mouvement des Gilets jaunes. Hmm. Ouais, c'est vrai, je m'en rappelle. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'actions directes comme ça qui ont pour but, hein, j'imagine, de faire déjà d'apparaître dans les médias, notamment en les prévenant à l'avance. Après, c'est vrai que il y a toujours un aspect où ça peut déplaire, ça peut offusquer, ça peut toute une frange de la population qui va pas comprendre du tout. Mais je pense qu'il y a quand même un vrai potentiel et je pense que vous avez cet avis-là aussi. Sinon, vous feriez pas ça. Et Ça ça, peut c'est sensibiliser toute personne qui se dit à minimum, mais pourquoi ils font ça en fait? Et dès qu'on cherche à comprendre, on se dit, ah, ok, bon, après, on cautionne ou pas le mode d'action. L'idée, c'est quand même de faire prendre conscience des faits qu'il y a derrière et voilà, des constats qui sont cachés ou du manque d'action du gouvernement, etc. Donc c'est intéressant d'avoir des actions comme ça qui sortent un peu du schéma traditionnel du militantisme, qui sont faire des manifs. Voilà. Donc c'est intéressant. bah, c'est tout l'enjeu de la stratégie non violente et de la désobéissance civile. En fait, c'est finalement de rendre visibles des situations de conflit qu'on ne voit pas, hein, que ce soit dans les questions des émissions de gaz à effet de serre ou que ce soit aussi des questions de droits sociaux ou de droits civiques. Et notre objectif, c'est de rendre visible ça, donc ça crée du conflit, ça Mhm. crée des situations de tension. Parce que effectivement, les employés de la mairie, les employés d'agences bancaires, on a fait beaucoup d'actions dans des banques aussi, parfois évidemment les forces de l'ordre, il y a différentes catégories ou des passants Mhm. qui vont être à qui ça va provoquer de la tension, du stress, qui vont être en opposition. Bon, évidemment, il y a aussi l'inverse, hein, il y a aussi des personnes qui nous soutiennent. Parfois, le soutien vient pas de là où on s'attendait. Euh, Mhm. et tout l'enjeu, c'est de forcer aussi, enfin de pousser les gens à se positionner par rapport à ça. Le décrochage du portrait d'Emmanuel Macron, c'était effectivement, c'est une action très clivante. On a reçu énormément de soutien, mais aussi beaucoup d'incompréhension, notamment au début. Et puis tout l'enjeu, ça a été de sortir de ce geste de décrochage d'un objet qui est certes symbolique, mais qui n'est pas un emblème de la République. Euh, c'est pas un emblème officiel de la République, hein, comme peut Mhm. l'être le drapeau français, par exemple, ou le buste de D'accord. Marianne, et de pouvoir parler du fond. Effectivement, finalement, le fait d'avoir ces procès, ça nous a permis d'avoir des vraies tribunes politiques dans lesquelles on a invité des scientifiques, des spécialistes de la désobéissance civile qui revenaient aussi sur des luttes emblématiques comme celle de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, comme celle de Gandhi en Inde, et évidemment plein d'autres luttes. Mhm. Des experts sur plein de sujets, aussi des représentantes d'organisations qui se battent au quotidien et qui expliquaient qu'à un moment, on en est rendu à mener ce type d'action puisque tous les moyens légaux euh, ne sont ne fonctionnent pas en fait. Mhm. C'est marrant que tu parles de ça avec Marie Chureau dans le premier épisode de la saison 2. On parlait déjà donc c'était au moment alors juste après que la loi, enfin, juste après que la Convention citoyenne pour le climat soit terminée. On savait à peu près la note qui avait été attribuée par les membres. Donc on voyait bien que les modes d'action légaux, encore une fois, avaient atteint leurs limites. Même si là, en l'occurrence, c'était à l'initiative du gouvernement, la Convention citoyenne pour le climat. Mais bon, au final, ça marche jamais aussi bien que prévu. C'est comme quand on élit enfin, quand on élit, justement pas, quand le gouvernement désigne un ministre de l'écologie qui semble plus ou moins réglo de base et que au bout de 6 mois, tu te rends compte que soit il va rien faire, soit il s'en va. Donc c'est clair que ça peut être décourageant et que ce mode d'action, tester des nouveaux modes d'action peut être intéressant. Donc on va y revenir, évidemment. Mais avant d'entrer plus dans le vif du sujet, est-ce que peux nous parler un peu de ton parcours, de ce qui t'a amené à être aujourd'hui porte-parole d'Alternativa et d'NV 21. Comment tu es devenu activiste? Quand est-ce que tu as commencé à militer? Alors, je dis des fois que avant j'étais un peu une indignée du canapé, c'est-à-dire que j'ai toujours été, je pense, très sensible
aux questions des injustices sociales, aux inégalités. Mais j'étais pas du tout militante quand j'étais jeune. Je voulais être journaliste parce que j'avais envie de témoigner de tout ce qui se passait mal dans le monde et de Mhm. pouvoir alerter, indigner les gens, en fait, de leur provoquer quelque chose. Et puis en 2015, je venais de m'installer à Paris et j'étais présente dans les mobilisations en amont de la COP 21, dans une période qui était très particulière, hein, puisque on se rappelle que c'était juste après les attentats Mhm. du 13 novembre 2015. Il y avait beaucoup de questionnements sur est-ce qu'il faut maintenir ces mobilisations. Il y avait une peur vraiment terrible à Paris, dans le monde entier, mais je pense vraiment à Paris, il y avait beaucoup de choses qui se Mhm. cristallisaient. Et j'ai été spectatrice de tous ces mouvements dont Alternativa et Action non violente faisaient partie, mais il y avait aussi plein d'autres organisations qui m'ont poussé pour maintenir ces mobilisations, des mobilisations grand public, euh, et qui sont entrées un peu dans un rapport de force aussi pour elles aient vraiment lieu. Donc là, ça a été un premier truc où je me suis dit, enfin voilà, ça me parle, j'ai envie de participer à ça. Et puis il se trouve que j'ai une très bonne amie qui est Pauline Boyer, qui est une personne qui était voilà, qui est très engagée dans Alternativa. Euh, et en 2015, elle était déjà porte-parole également. Et elle m'a invitée à venir à un truc qui se passait en avril 2016, qui était important. C'était à Pau. Il y avait un sommet pétrolier, donc plein d'entreprises pétrolières du monde entier qui se réunissaient pour parler de comment ils allaient trouver de nouvelles techniques pour aller chercher du pétrole sous la mer. Là, dans une Euh, plume. voilà, et donc on était quelques mois après l'accord de Paris, tout le monde s'était félicité, etc. Et eux, tranquillou, ils prévoyaient ce petit rendez-vous. Donc pareil, Action non violente COP 21 et d'autres organisations se sont dit non, mais on peut pas laisser passer ça, il faut faire quelque chose. Et donc j'ai débarqué là, un peu comme une fleur, en mode ça va être sympa. Mhm. Euh, et ça a été sympa, mais pas comme je l'imaginais. Ça a été 3 jours de formation à comment on peut passer des lignes des forces de l'ordre, enfin voilà, des choses un peu comme ça. Et je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, j'ai pas du tout envie de prendre des risques juridiques ou des risques Mhm. physiques. C'est pas du tout moi, c'est pas possible. Et j'ai participé à cette action, pas en première ligne, mais j'étais quand même dedans et j'ai vu toute la détermination des activistes, j'ai vu tellement de courage, tellement je sais pas, d'abnégation aussi, des émotions, beaucoup d'émotions. On était dans des conditions assez intenses en fait. Et à la fin de ces moments-là, il y a une prise de parole qui m'a beaucoup marquée, euh, qui disait, en fait, enfin, il s'adressait aux conférenciers, donc qui pendant 3 jours pensaient venir à leur petite conférence avec tous les pétroliers, et en fait, qui se sont quand même vus empêchés par beaucoup de gens. Tous les jours, on avait des actions différentes pour les empêcher de rentrer, ou faire du bruit pendant la nuit pour les réveiller, pour les mettre dans, voilà, vraiment qu'ils se rendent compte qu'il y avait des gens derrière qui leur disaient mais c'est pas possible ce que vous faites. Et le dernier jour, donc, on s'est adressé à eux en disant sachez que maintenant, où vous soyez, partout dans le monde, il y aura toujours des gens comme nous pour vous rappeler euh, ce que vous faites, votre responsabilité et ce que vous laissez aux générations futures, etc. Et là, je sais pas, je pense que c'était l'émotion de tous les jours, mais je me Mhm. suis dit, ok, c'est ça que je veux faire en fait. Je veux faire partie de cette force-là, qui est un truc aussi quand on mène des actions de désobéissance civile, on n'en parle peut-être pas assez, mais il y a quelque chose d'émotionnel, il y a quelque chose de Bien sûr. ça passe par le corps, ça passe par les émotions. On vit beaucoup de choses, hein. On vit de stress, de l'angoisse, de la joie immense. Et donc, voilà, j'ai senti tout ça et je me suis dit, ok, en fait, j'ai envie de faire ça. Très belle histoire. Je sais pas si ça a été travaillé en amont, mais Non, j'étais, non, bah, non, c'est comme ça que ça s'est passé. j'en doute pas. Ok.
Trop cool. C'est vrai que pour avoir fait quelques manifs aussi, je comprends l'émotion dont tu parles. Euh, D'ailleurs, ça peut, comment dire, ça peut créer des déclics, ça peut aussi faire peur parfois. Mais je pense que les deux sont liés, parce qu'évidemment, quand tu fais ça, tu te mets un peu en danger, donc soit en danger physique, même si bon, faut quand même éviter, en danger juridique parfois. Euh, mais bon, je pense que ça en vaut le coup. Euh, Et ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est la diversité des profils des personnes qui étaient présentes. Et encore à cette époque-là, il n'y avait pas eu toutes les grosses mobilisations de 2018 et mm, la prise de conscience généralisée, etc. Mais il y avait vraiment voilà des personnes qui venaient de tous les territoires, des très jeunes, des plus âgés, des gens qui venaient par différents biais en fait, qui étaient aussi militants depuis des années sur d'autres causes. mm, Et des gens qui voilà comme moi qui débarquaient et en fait aussi ce qui m'a frappé et ce qui m'a séduit dans ce mouvement euh, c'est les rôles et la place de chacun parce que en fait quand on regarde les images d'une action de désobéissance civile on voit, et même finalement d'une mobilisation, on voit les personnes qui prennent la parole, qui peuvent bloquer avec leur corps ou qui font certaines actions, mais on voit pas tout le reste, on voit pas les heures que ça a nécessité de concevoir, ouais, de réfléchir, de faire des plans, d'aller regarder comment ça se passe en amont, de communiquer dessus, d'apporter du matériel quand on a besoin, de le récupérer, mm, parfois même ne serait-ce que tu vois faire à manger en fait pour les gens qui vont ouais, rester bien sûr. longtemps sur ces trucs-là. Et du coup, finalement, il y a la possibilité de prendre part à un mouvement collectif, quelles que soient les compétences, les envies, le temps que tu as. Mhm, Et à des rôles très différents que tu peux changer aussi. Un jour, tu peux faire de la cuisine, le lendemain, tu peux prendre des photos mhm. pour qu'on communique sur les réseaux sociaux, ou tu peux monter un barnum, ou distribuer des pancartes, tu vois. Enfin, euh, il y a de la place pour tout le monde et chacun peut trouver sa façon de s'engager, en fait. Ok. Du coup, c'est vrai que ça peut paraître parfois spontané comme action. Bon, ça dépend lesquelles, hein, évidemment. Mais au final, c'est jamais spontané. Il y a toujours une énorme orga en amont, que ce soit pour des trucs vraiment basiques, techniques, comme faire des pancartes. Bon, ça paraît, c'est à détail. Mais même ça prend du temps. Et même ça, c'est visible en plus. Mais c'est vrai que tout le reste, au niveau des, je sais pas, entre guillemets, de la sécurité, genre pour avoir des médics, pour la nourriture, pour effectivement préparer un peu le terrain, voir un peu comment ça se passe, prévoir le planning, pas qu'il se passe un truc, il se passe ça, bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, ok, c'est bien d'avoir ce retour-là sur Et toute l'orga en amont. peut-être aussi dire que sur les actions de désobéissance civile, en fait, c'est hyper important que on n'envoie pas les gens comme ça. Il faut qu'ils se Bien sûr. préparent, en fait. Donc, on organise plein de formations. Euh, on fait toujours des briefings pour expliquer aussi quels sont les risques juridiques et physiques auxquels les participantes et participants peuvent se confronter. Mhm. On leur explique en gros quelles sont les attitudes à adopter. On fait aussi beaucoup de formations à la communication non violente, sur les actions, on a des personnes qui sont chargées de faire descendre la tension, de calmer Ok. le jeu, et ça s'apprend parce que bah il faut arriver à contrôler son propre stress et éviter d'en rajouter davantage, faire baisser le stress de personnes tierces, donc c'est Mhm. pas évident. Et du coup, voilà, on a besoin de se préparer, de se former. Voilà, on n'envoie pas les gens comme ça. D'un coup. Ouais, 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 c'est clair. Et heureusement, parce que sinon, je sais pas ce que ça donnerait. On va passer à la deuxième partie du podcast. On va parler de différents sujets que tu connais, que je connais, qui nous intéressent. J'ai une question qui m'est venue en t'entendant parler tout à l'heure. Tu vois, tu parlais des différents mouvements qui sont nés récemment au cours des dernières années. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose qu'il y ait de plus en plus de mouvements et d'associations différents comme ça qui émergent?
ou est-ce que ça peut être contre-productif qu'il y ait tellement de noms différents, tu vois? Est-ce que ce serait pas plus simple s'il y avait 5 grands mouvements, tu vois? Ça peut paraître un peu naïf comme question, mais c'est vrai que parfois on a du mal un peu à suivre, enfin, je sais pas, je dois suivre une cinquantaine d'assauts différentes, de mouvements différents, tu vois? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Moi, je pense que la diversité est hyper importante. Mhm. Tu vois, je pense que, par exemple, sur la désobéissance civile, je pense que plus il y a d'organisations, de mouvements qui se créent et qui utilisent cet outil-là, plus ça devient légitime. Euh, Mhm. quand, euh, quand Action non violente COP21 s'est créée, et ben Greenpeace et d'autres n'étaient plus tout seuls. Quand Youth for Climate et Extinction Rebellion sont arrivés en France et ont commencé à mener ce type d'action, bah c'est génial en fait. Enfin, c'est plein Mhm. d'autres copains et copines Ouais. avec qui on peut échanger, avec qui on se rejoint sur certaines choses, avec qui des fois on n'a pas forcément exactement enfin voilà, tout n'est pas commun. On peut aussi, en fait, c'est aussi fatigant de mener tout ça. En fait, c'est hyper fort de pouvoir à la fois rassembler toutes nos forces sur des moments importants. On l'a vu autour de la loi climat, par exemple. Il y a l'ensemble des organisations et mouvements environnementaux et climat qui ont travaillé ensemble pour faire enfin, pour faire pression sur cette séquence, sur les députés, sur le gouvernement, pour faire parler aussi de la loi climat, parce que sinon, je pense que ça serait passé complètement sous les radars. Et en même temps, bah, on a besoin d'avoir des temps différents parce que il y a tellement de secteurs sur lesquels on doit travailler. Il y a tellement de territoires, de pans de la population qu'il faut mobiliser, qu'en fait, Ouais. ça peut pas être une seule organisation qui fait tout ça. Et je pense vraiment que ouais, que la pluralité, que la diversité, c'est une force incroyable. On n'a pas tous les mêmes, voilà, les mêmes moyens d'action, euh, les mêmes, euh, les mêmes fonctionnements, et du coup, ça parle à des personnes différentes. Et pour moi, c'est le plus important, quoi. Ok, très clair. Je comprends mieux ton point de vue là-dessus. Bon, du coup, tu te définis comme activiste. Ça veut dire quoi pour toi d'être activiste? Quel est le but? Comment on fait? Quels sont les enjeux? Je me définis comme activiste parce que je passe à l'action, parce que je reste pas immobile. Pour revenir Euh, au canapé dont tu parlais tout ouais, à l'heure. c'est ça. Et pour moi, c'est un peu une extension de notre devoir de citoyen ou de citoyenne. La désobéissance civile, ça m'a fait prendre conscience de qu'est-ce que ça voulait dire être citoyen et citoyenne. euh, et que enfin, ce rôle-là, il n'était pas cantonné au fait de voter tous les 5 ans. Hmm. Que notre devoir et notre droit, c'était de prendre part aux décisions qui nous concernent, aux décisions de notre territoire, et pas ouais, tous les 5 ans ou selon les différentes échéances Hmm. électorales, de faire campagne pour les uns ou pour les autres, et une fois qu'on avait perdu, de dire bon bah tant pis, on verra la prochaine fois, ou potentiellement quand un candidat ou une candidate qui nous plaisait plus gagnait, être déçu par par les actions qui sont menées, euh, et que euh, et que voilà, en plus dans un contexte d'urgence climatique qui est de plus en plus forte, euh, et dans un moment où on a voilà, des annonces des scientifiques, un consensus de la communauté internationale scientifique, et des alertes de plus en plus angoissantes, et des enfin, on est témoin aussi de catastrophes climatiques de plus en plus importantes. On peut pas rester sans rien faire, on peut pas rester sur son canapé. Et pour moi, ça passe par le fait de s'engager, par le fait euh, de recréer du lien, par le fait se réapproprier nos territoires. Mhm. Euh, voilà, pour moi, c'est ça, être activiste. Ok, très clair. Et du coup, t'en parlais un peu tout à l'heure, la diversité des tactiques. T'en parlais tout à l'heure plutôt au niveau des différents mouvements qui existent, etc. Mais au niveau des modes d'action, justement, donc
tu mentionnes la désobéissance civile, qui est un des principaux modes d'action de la NV COP 21 notamment. Quel est ton avis là-dessus, sur la diversité des tactiques, et quelles sont du coup les tactiques utilisées par Alternativa et ANV COP 21 pour remplir les objectifs qui sont donc essentiellement sensibilisés. Enfin, d'ailleurs, je te laisse me donner quels sont leurs principaux objectifs, ce sera mieux, je pense. Alors, nous, côté Alternativa et Action Novembre COP 21, on est pour la diversité des tactiques non violentes. Et c'est un peu l'idée d'utiliser tous les moyens, enfin, tous les moyens d'action non violents qu'on a à disposition. Donc, à ce jour, ça a été des actions de désobéissance civile, des grandes mobilisations, ça a été du plaidoyer local. Ça peut être aussi d'utiliser des procès, en fait. Donc, c'est les conséquences de la désobéissance civile, mais c'est des procès pour faire évoluer le droit. C'est également soutenir des collectifs d'habitants ou de citoyens en lutte qui se battent contre un projet en particulier ou pour mettre à jour un projet. C'est mettre en avant aussi, mettre en lumière les alternatives, comme on a pu le faire lors des villages des alternatives euh, dès 2013. Mhm. Et puis, c'est pas des actions qu'on fait particulièrement, mais c'est aussi des pétitions, des recours en justice. Et moi, je pense vraiment que qu'il est nécessaire d'utiliser tous ces moyens d'action-là, et que c'est le combo de tout ça Mhm. qui nous fait un peu casser le plafond de verre. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'en 2009, en 2019, en 2018 et en 2019, il s'est passé quelque chose. Euh, on a euh, on a gagné une bataille culturelle qui fait que aujourd'hui, il n'y a plus un seul pan de la société qui ne parle pas de climat. On voit même l'ensemble des partis politiques, on voit même le Rassemblement national parler de l'enjeu Mhm. climatique. Qui l'est cru? Évidemment, voilà, évidemment, c'est pas du tout en portant des solutions que nous, avec lesquelles on est d'accord, hein, et pas du tout avec les mêmes valeurs, mais en tout cas, voilà, dans la bouche de nombreuses entreprises, il y a question climat, 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 climat. Donc ça, on a gagné cette bataille-là, et je pense que c'est parce qu'on a utilisé plein de moyens d'action, que c'est plein d'organisations, de mouvements différents qui ont fait ce qu'elles savaient faire. Des Mhm. pétitions, des recours juridiques, des grandes mobilisations, des grèves des jeunes, des actions de désobéissance civile massives ou plus petites. Et aussi, c'est le lien ou la prise de conscience des enjeux sociaux qu'il y avait derrière la question climatique, notamment avec en parallèle du mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que on a, euh, on a d'autres moyens d'action à inventer aussi. Mhm. Voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, c'est en utilisant tout ça, en testant partout aussi, en essayant d'ouvrir des brèches qu'on va pouvoir. On parlait des décrochages des portraits présidentiels. Euh, Quand on a lancé ces actions, on n'avait aucune idée de comment ça allait fonctionner. S'il n'y avait pas eu de retour et si personne n'en avait parlé, si on n'avait pas été convoqué par la justice, garde à vue, perquisition, etc., je pense que voilà, on se serait dit bon, c'était sympa, mais ça va pas plus loin. On Ouais. serait pas allé décrocher 150 portraits partout en France avec voilà les conséquences que ça a donné. Donc on a besoin, il faut tester des choses, je Mhm. pense vraiment. Et c'est pas dans ta question, mais je pense que peut-être moi ça me tient à cœur de le dire, c'est que j'ai le sentiment qu'après cette bataille culturelle qu'on a gagnée en 2019, euh, on a besoin maintenant de tracer des lignes entre ce qui est le greenwashing d'un côté et ce qui est une écologie populaire, une écologie radicale qui porte un changement de système de l'autre côté, quoi. Yes, c'est pas dans la question, mais ça a tout son sens. Tu as abordé deux éléments sur lesquels on va revenir. Tu as abordé le fait que le climat est de plus en plus mentionné dans la politique et dans le milieu des entreprises. On va commencer par les entreprises. Alors moi, ayant un pied un peu dans le milieu de l'entrepreneuriat, du freelancing, des entreprises, et un pied dans le militantisme, l'activisme, activisme, enfin,
J'ai fait quelques manifs, mais ça va pas forcément plus loin que ça, je dois l'admettre. Bon, militantisme, pas mal des réseaux, notamment aussi, mais voilà. Ayant un pied un peu dans les deux mondes, parfois comment dire, je reçois des critiques d'un côté qui me disent que ce que je fais côté business, bah, c'est le méchant capitalisme, c'est incompatible avec l'écologie, etc. Et de l'autre côté, on me dit que bah non, mais c'est sympa l'écologie, mais bon, ça reste l'utopie. Il n'y a que le business qui pourra sauver l'économie parce qu'il faut qu'il y ait du profit à se faire, sinon personne ne va jamais s'y mettre, etc. Bon, je caricature, hein, mais ayant un peu un pied dans chaque milieu, par exemple, par exemple, pour prendre l'exemple des réseaux sociaux, sur LinkedIn, qui est un de mes réseaux de prédilection pour mon activité freelance, je partage aussi le podcast, je partage aussi des opinions écologiques, etc. Alors là, on me tombe dessus régulièrement, plutôt d'un côté évidemment. Et sur Twitter, voilà, c'est parfois un peu l'inverse. Mais du coup, comment est-ce que toi tu vois le rôle des entreprises? Donc, les entreprises, euh, c'est souvent mal caricaturé en mode CAC 40, grands pétroliers, etc. Mais les entreprises, c'est quand même 3 millions d'entreprises en France. Ça va de l'indépendant au TPE, PME, jusqu'aux grands groupes, même si les grands groupes représentent moins d'1% des entreprises en France. Euh, donc comment est-ce que toi tu vois le rôle des entreprises, quelles qu'elles soient, dans la lutte contre le changement climatique et la crise écologique? Est-ce que tu penses qu'elles peuvent vraiment se transformer suffisamment rapidement et profondément, ou est-ce qu'elles sont quand même un problème qu'il faut résoudre d'une manière ou d'une autre? Alors déjà, c'est pas les écolos utopiques qui portent une vision catastrophique du changement climatique et il faut tout changer, etc. Enfin, mettons un peu de sérieux là-dedans. C'est des scientifiques, Mhm. c'est le GIEC, c'est cette communauté scientifique qui, depuis les années 70, nous alerte sur là où on va, et on le voit aujourd'hui aussi. Il y a vraiment la multiplication des catastrophes climatiques partout dans le monde, mais aussi en France. C'est pas un truc, euh, enfin c'est du concret. C'est la vie des gens qui est impactée, etc. Donc moi, enfin ça me fait un peu rire et en même temps, je trouve ça assez terrible qu'on se dise non mais c'est pas sérieux, euh, l'écologie ça va bien 5 minutes, ça suffit. Bah non en fait. Mhm. Enfin, on parle de la vie de gens, ça se base sur tellement de rapports, euh, donc bon, ça c'est dans un premier temps et dans un deuxième temps, évidemment que les entreprises elles ont un rôle à jouer. Après, on fait aussi la différence entre les petites entreprises, les petits commerces et les grosses entreprises. Mhm. Et je pense particulièrement à euh, mais en fait, il faut aussi qu'on se rende compte de la responsabilité des entreprises actuelles et des plus grosses entreprises dans le changement climatique et dans les émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr. Et quand on a un acteur comme Amazon, par exemple, qui cumule quand même pas mal de tares, à la fois sur un impact euh, écologique, mais aussi de maltraitance de ses salariés, de destruction des emplois locaux, notamment dans les petits commerces partout où ils s'installent, que ce soit aux États-Unis ou aussi en France. Le fait que, évidemment, ils ne payent pas leurs impôts, donc il y a aussi un manque à gagner important pour l'État et en fait pour nous, pour les services publics. Donc il y a une régulation des entreprises qui est plus que nécessaire à ce stade. Et leur impact. En fait, les scientifiques nous disent quand même que à ce jour, on doit réduire de 65% nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui est Mhm. énorme. Clairement. Euh, L'objectif européen à ce jour est à 55, mais voilà, euh, mais qui est déjà énorme, hein, parce que c'est plus de la moitié de nos émissions actuelles. Ce qui veut dire que on doit réduire dans tous les secteurs et que finalement tout le monde doit mettre la main à la pâte. Mhm. Euh, mais après, tout le monde doit mettre la main à la pâte, parce qu'on dit souvent, il y a cette image quand on parle climat que on est tous dans le même bateau face au dérèglement climatique, mais c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Quand tu vois Jeff Bezos qui va partir faire un petit voyage en tant que touriste dans l'espace Mhm. versus ne serait-ce qu'en France, les inondations de la Roya en octobre dernier qui ont enfin
on n'est pas du tout dans le même bateau. Quand tu penses, pareil en France, hein, aux habitants, habitantes de quartiers populaires qui vivent dans des petits espaces bétonnés, dans lesquels bah, ils peuvent pas se chauffer correctement l'hiver et dans lequel l'été il fait hyper chaud. Ouais. C'est- on n'est pas dans le même bateau. On Et l'a puis bien vu encore pendant là, le confinement. puis, puis encore là, on parle des Occidentaux, mais ne serait-ce qu'au final, les pays les plus touchés par le changement climatique, bah, c'est les pays du sud économique, c'est les pays les plus pauvres qui subissent le plus les catastrophes naturelles, les sécheresses, les inondations, etc. Donc c'est encore pire, et on n'est clairement pas dans le même bateau, encore plus à l'échelle mondiale, quoi. C'est clair, et en plus, ces populations-là, elles subissent aussi l'exploitation de leurs ressources, des catastrophes environnementales, de déversement de pétrole ou des décharges de tout ce qui vient enfin, des déchets d'Europe notamment. Ouais. Donc non, non, on n'est pas dans le même bateau, et on ne peut clairement pas faire payer le coût de la transition écologique ou le coût des impacts des catastrophes climatiques sur les personnes qui sont déjà les plus vulnérables et celles qui sont déjà les plus touchées. Mm. C'est vraiment c'est pas possible. Donc celles qui doivent mettre le plus, c'est effectivement celles qui sont les plus responsables, mais qui Mhm. ont aussi les moyens de le faire. Et ça passe par évidemment les entreprises. Ouais, ok. Ça marche. C'est bien d'avoir la distinction justement entre les grandes entreprises qui sont effectivement les plus responsables. Après, tu vois, ça pareil, dans certains milieux, on va me dire, oui, mais les entreprises répondent à un besoin, elles ne font que commercialiser des produits, des services qui répondent aux besoins des gens, etc. Bon, on sait que c'est... Enfin, enfin, beaucoup de monde savent, on sait que c'est pas vrai. On sait que par exemple du Nutella, par exemple, personne n'a jamais eu un besoin de Nutella. C'est pas, c'est vraiment beaucoup plus à cause du marketing. Marketing, c'est un outil, hein. C'est quelque chose que j'aime bien répéter. Le marketing, tu peux l'utiliser quand tu t'appelles Alternativa, tout comme tu peux l'utiliser quand tu t'appelles Ferrero. Le problème, c'est que l'enjeu va pas être le même. Malheureusement, les effets vont pas être les mêmes non plus. Mais du coup, c'est clair que l'entreprise, il y a un rôle énorme à jouer. Ça peut être, si là, ça commence à bouger, mais il y a quand même pas mal de greenwashing. Heureusement, il y a des assos, il y a des mouvements, il y a Bon Pote, notamment sur LinkedIn, et Jean Covici aussi, qui, euh, qui adore aller publiquement afficher les greenwashers. Donc ça fait du bien, et je pense que ça va commencer à en dissuader plus d'un. Oui, après, je pense qu'on a besoin de contraintes, en fait. Et c'est pour ça que, enfin, en tout cas, les entreprises ont besoin de contraintes. Et c'est pour ça que la loi climat a été aussi décevante. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de régulation au niveau international, euh, parce que voilà, on est face aussi à des entreprises multinationales qui finalement dictent la loi. Et ça, c'est plus possible. Je pense que c'est plus possible Mm. pour des enjeux aussi à la fois sociaux et écologiques. Ouais, ouais. Ok, ça marche. Et sur l'autre aspect plus politique, du coup, bon, on va pas parler du Rassemblement national, ça ne mérite pas notre temps et notre attention. Mais de quelle est-ce que tu vois l'écologie politique actuelle, aussi bien celle qui est défendue avec Barbara Pompili chez LREM, que celle d'Europe Écologie Les Verts, qu'on qualifie parfois avec des raisons d'écologie de droite. En tout cas, c'est ça l'écologie politique qu'on voit aujourd'hui euh, dans les médias. Comment est-ce que tu vois tout ça? Euh, Comment je vois ce qu'ils font, enfin ce qu'ils portent en tant que message. Ouais, ce qu'ils pensent, ce qu'ils racontent, ce qu'ils font. Euh, c'est une très large question. Donc, bah, clairement, si on prend l'exemple de ce que fait Emmanuel Macron et La République En Marche, nous, ce qu'on dénonce depuis les décrochages des portraits en 2019, c'est des beaux discours, c'est la reprise d'éléments de langage de beaucoup enfin, du mouvement climat en fait. Ok. Mais quand tu vas chercher dans le détail, dans les faits, on est bien loin de l'ambition qui est portée par les discours. On l'a vu avec la loi climat qui répond pas du tout à l'urgence écologique. On le voit avec les campagnes de communication que lançait notamment Barbara Pompili sur l'écologie du quotidien, qui est Ouais. encore en fait une écologie qui culpabilise et qui fait porter
toute la responsabilité sur les gens, sans politiser et sans porter un vrai changement de système, Mm. sans porter aussi du soutien, j'en ai déjà parlé, mais aux personnes qui se trouvent en situation les plus précaires et qui sont aussi très éloignées des centres-villes des villes. Ouais. Euh, et ce que Enfin, bon, après, nous, notre rôle en tant que mouvement citoyen, c'est pas de nous engager dans la politique, c'est pas de nous prononcer pour un parti ou pour un candidat ou une candidate. Mhm. Notre rôle, c'est d'agir en tant que mouvement social, de pousser pour que, bon, je pense que tu as aussi en tête les échéances électorales de 2022 quand Aussi. tu poses cette question. Et notre rôle, je pense vraiment que c'est de pousser au maximum pour que ce soit les enjeux de société autour de la question euh, de la bataille climatique, de l'enjeu climatique qui soient discutés et non pas la dérive sécuritaire, la Mm. reprise des idées d'extrême droite enfin, dans le débat public, la stigmatisation aussi de certaines populations. Euh, et en douce aussi des mesures qui sont pas du tout à la hauteur, voire qui vont à l'inverse de ce qu'on devrait faire. Mm. Euh, c'est ça, enfin voilà, et clairement, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas on a de quoi être inquiet sur ce qui se passe dans la vie politique française, pas que en Mhm. France, mais bon, en tout cas, ça nous concerne ici, euh, et, euh, et on n'a pas beaucoup de, ouais, il y a enfin, c'est difficile d'être enthousiaste en fait. Et est-ce que tu penses que en tout cas une partie de la solution au niveau de l'action peut quand même venir de la politique, que ce soit au travers d'une personnalité, d'un candidat, d'un parti, ou est-ce que dans tous les cas il devra toujours y avoir les autres modes d'action, mouvement citoyen, entre autres? Bah, on a besoin de la politique. On a besoin de la politique parce qu'on se rend bien compte que ce soit à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle, enfin, oui, d'un territoire, d'un petit territoire ou d'un pays, et même de l'ensemble de la communauté internationale, c'est que toi, t'as beau créer des lieux, créer des ZAD, des tiers-lieux, enfin, de pousser pour qu'il y ait le développement de mobilité douce, notamment de vélo par exemple, de cultiver en bio, etc., etc. Si c'est pas repris par les pouvoirs publics, tu vois, s'il n'y a pas Hmm. une décision d'avoir un vrai plan d'aménagement du territoire, de passage à la mobilité, enfin, à plein de systèmes de mobilité douce. Euh, Enfin, bah en fait, si t'as pas ça, ça suffira pas. Hmm. Tu vois, et on a beau vivre, nous, dans nos communautés de gens qui font des trucs, enfin, tu vois, des parfaits écolos, etc. Mais en fait, ça n'a pas d'impact au niveau global sur les émissions de gaz à effet de serre. On va toujours dans le mur. Donc, on a besoin d'une politique pour réguler, on a besoin de lois qui nous permettent de vivre en société, en fait. On a besoin de lois pour nous Hmm. protéger. Et actuellement, c'est pas le cas. Euh, mais par contre, je pense on aura toujours besoin, en tant que citoyen et citoyenne, d'être impliqué, de pas lâcher les responsables politiques, de pas lâcher les entreprises, et de donner notre avis, de s'impliquer par plein de moyens d'action différents. Donc, encore une fois, tout ça, pour moi, est très complémentaire. Et je pense, par contre, Hmm. enfin, clairement, on ne peut pas faire reposer tous nos espoirs sur des politiques et sur des échéances électorales. Ouais, clairement. Euh, mais qu'au bout d'un moment, voilà, on a besoin de décisions ambitieuses, quoi. Hmm. Hyper intéressante ta réponse. Et s'il fallait résumer, euh, je vais te poser une question très, très, très complexe du coup. Euh, si, comment dire, si une personne souhaitait demain s'engager, est-ce que selon toi, il vaudrait mieux qu'elle s'engage dans une asso, dans un mouvement citoyen, ou qu'elle en crée un, ou qu'elle s'engage en politique? Bah, je pense que ça dépend de chacun et chacune. Ça Ok. dépend de...
Ouais, bah, pour moi, la réponse, elle est très simple. Enfin, franchement, c'est un choix personnel aussi Hmm. et même, tu vois, que ce soit des actions de désobéissance civile ou de mener des recours juridiques. Quand je vois le travail qui est fait par notre affaire à tous, par exemple, sur le droit, bah, je me dis Mhm. que c'est un énorme travail. Enfin, tu vois, c'est Ouais, euh, le fait de faire évoluer la loi et le droit, c'est waouh, c'est hyper fort. c'est clair. Et je pense que en fonction des compétences et des envies de chacun et chacune, on peut trouver une place euh, et on peut trouver. Et tu vois, en même temps, je te dis ça, moi je pense vraiment que ça doit passer par l'action collective Mhm. parce que c'est ça qui remet aussi de l'humain dans notre société. Et c'est comme ça qu'on aura plus d'impact. Mais, euh, mais tu vois, le fait de travailler la terre, de penser à un système agricole différent, bah, on en a tout aussi besoin. Ouais. Donc il y a plein de façons différentes de s'engager et de se sentir bien dans cet engagement. Ok, très clair. J'ai une dernière grande question pour toi. Donc, on est d'accord, on en a discuté. La sensibilisation, la prise de conscience, elle se généralise, surtout depuis les 4-5 dernières années. Mais en parallèle, j'ai l'impression, alors peut-être que je suis trop sur Twitter, mais je pense que c'est quand même une vraie tendance, que le contre-pied il est de plus en plus fort de la part des personnes qui sont bien dans le système ou qui sont un peu en décalage. Donc, je parle des climato-sceptiques, des dénialistes, même de certains complotistes, même sur certains plateaux de télé, sur des chaînes d'infos, on entend que le changement climatique n'est pas exclusivement du fait des actions humaines. Bon, aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il se passe quand même quelque chose au niveau du climat et que c'est pas positif. Après, sur les raisons qui sont pourtant évidentes et qui ont été prouvées par le GIEC notamment, enfin qui ont été explicitées, etc. Et pour les solutions, pareil. Aujourd'hui, on a l'impression que plus la prise de conscience évolue dans le bon sens, plus on a une résistance en fait, une résistance au changement en fait, comme un processus très classique. Mais jusqu'où est-ce que ça peut aller à ton avis? Est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être parce qu'on bouscule le système, il s'énerve un peu et ça montre que les choses bougent. Comment tu vois ça? Euh, Moi, j'étais assez frappée par un édito écrit par Hervé Kempf de Reporter. Je crois que c'est en 2015, Mhm. peut-être un peu après, euh, qui disait que, avec une illustration qui montrait que face au dérèglement climatique et à la catastrophe, finalement, il y avait deux réactions. Et il y avait et il y avait l'exemple du bateau qui coulait, tu Mhm. vois, en mode Titanic. Ouais. Donc oui, il y avait deux réactions. Il y avait ceux qui se, se raccrochaient à un bout de bois qui essayait et du coup qui se battaient pour pouvoir survivre. Mhm. Bah, c'est le repli sur soi, c'est la peur des autres, c'est la peur pour soi qui du coup enfin, développe la peur de l'autre et le rejet de l'autre. Ouais. Et puis, il y avait l'autre réaction qui était celle de se mettre ensemble et d'essayer de construire un bateau, une barque commune dans lequel on pourrait se mettre dedans euh, tu vois, et s'aider en fait. C'est la Ouais. solidarité, c'est l'entraide. Tout ça. Et j'ai l'impression que effectivement, on est un peu dans de ce schéma un peu double où on a ces deux mondes qui se confrontent. D'un côté, de plus en plus de personnes qui s'engagent, qui sont solidaires les unes des autres, qui comprennent aussi à quel point euh, beaucoup de luttes sont liées Mhm. et qui veulent faire des ponts. Et d'autres qui développent de plus en plus des idéologies d'extrême droite, enfin voilà, un truc hyper anxiogène. Euh, bon, tout ce que tu as dit en fait, mais Mhm. c'est sûr que c'est un peu une bataille, je sais pas si d'idéologie, mais en tout cas une bataille de l'imaginaire. Ouais. Et on n'est pas du tout aidé par.
par le champ médiatique énorme qui est donné aux idées d'extrême droite actuellement. C'est Enfin, clair. je dis extrême droite et de droite libérale, qui reprend quand même aussi beaucoup de messages de haine au final et de stigmatisation. Mm. Et c'est sûr qu'on est on est dans cette bataille de l'imaginaire. Après, euh, je sais pas, peut-être parce que je suis aussi dans des espaces où il y a beaucoup de joie, où il y a beaucoup de Mm. solidarité, où il y a beaucoup euh, d'envie. Et ben, de ce côté-là, je suis plutôt enfin, optimiste, ou en tout cas, j'essaie de garder ces éléments positifs, parce que sinon, c'est quand même assez déprimant. En tout cas, l'activisme m'a apporté beaucoup de joie, m'a permis de me dépasser aussi sur beaucoup de choses que j'aurais jamais imaginé faire. Euh, et, et ça vaut toujours mieux que de rester seul dans son coin, je pense. Ça nous permet d'expérimenter aussi, peut-être dans une micro-échelle, mais le type de société qu'on veut voir pour la suite, avec des valeurs de bienveillance, d'écoute, d'horizontalité, quoi, de décision collective, de chacun et chacune à sa place et peut bouger aussi de cette place. Enfin, voilà, ma touche positive de la fin. Ouais, c'est clair. Du coup, là-dessus, on va finir par une dernière partie du podcast. Les questions rituelles, donc c'est 5 petites questions. Tu peux répondre en une phrase ou deux. Euh, c'est pour finir sur une note un peu personnelle et pour donner des conseils entre guillemets, bien sûr. On va commencer par une première question. C'est quoi pour toi la résistance écologique? La résistance écologique, pour moi, c'est le fait de ne pas rester passif euh, à la catastrophe qui est en cours et de rejoindre l'action. Quel déclic t'a poussé à t'engager? On en a parlé un peu au début, donc si tu veux juste te résumer en une phrase. Alors, il y en a deux. Il y en a un dont je n'ai pas parlé, mais le déclic que j'ai eu, ça a été à la lecture de Tout est lié, capitalisme et changement climatique de Naomi Klein. En 2015, Mhm. ça a été vraiment une prise de conscience euh, de ce qu'était vraiment le changement climatique et de qui on était les responsables. Et le fait de vraiment m'engager à long terme, ça a été les mobilisations autour de la COP21. Comment est-ce que tu t'informes sur les sujets liés au climat et à l'écologie? Comment je m'informe? Eh ben, je lis Reporter, j'écoute des podcasts, je suis pas mal sur les réseaux sociaux aussi, euh, et je suis beaucoup ce que font les autres organisations aussi. Et qu'est-ce que tu veux dire aux personnes qui veulent s'engager mais qui ne savent pas du tout par où commencer? Et ben, je peux leur dire que si elles sont à Paris, il y a un lieu merveilleux qui s'appelle La Base, dans Mhm. lequel elles peuvent tout à fait venir. Qu'il y a d'autres endroits qui existent aussi ailleurs en France. Il y a une base à Marseille, à Nantes, il y a l'Alternative Bar à Lyon. Euh, et, euh, et en fait, je leur dirais de s'inscrire à des réunions d'accueil, que ce soit d'Alternative Bar ou d'Action Environnement COP 21, mais aussi d'Extinction Rebellion, de Youth for Climate, de Greenpeace, et de voir là où elles se sentent le mieux. Ok. Et une dernière question pour finir sur une note positive ou pas d'ailleurs. Comment est-ce que tu envisages notre avenir? Je l'envisage. Alors, je pense que notre avenir va être de plus en plus compliqué. Je pense que au niveau climatique et au niveau des impacts sociaux, ça va être voilà, de pire en pire. Mais j'ai quand même
je crois beaucoup, encore une fois, à l'action collective, à la force d'être ensemble, à la résilience aussi qu'on peut avoir en tant que groupe et peut-être aussi en tant que petit groupe sur le territoire. Et ça me donne de l'espoir. Très chouette. Où est-ce qu'on envoie les auditeurs et les auditrices qui veulent te retrouver pour discuter avec toi, pour suivre ce que tu fais, ou éventuellement pour aller voir un peu Alternativa et Action non violente 21, Action non violente comme 21, pardon. Ça peut être sur les sites internet et réseaux sociaux d'Action non violente COP21 Alternativa. Il y a aussi le film Désobéissanteux qui est sorti sur Arte et qui a suivi pendant 1 an et demi le parcours de plusieurs activistes, dont le mien. Donc, si ça vous intéresse de voir en images ce qu'on fait, parce que là, on en a parlé, mais je pense que les images sont aussi très fortes. Pour me parler à moi, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux ou vous pouvez me retrouver à la base très, très, très souvent. Trop cool. Bon, merci beaucoup, Elodie, pour ta participation. J'espère que l'exercice t'a plu. Je pense que t'as permis de décrypter pas mal de sujets et d'apporter pas mal d'éléments. Donc merci en tout cas. C'était très chouette. Merci, Brice. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour en savoir plus sur mon invité et voir quelques ressources. Pour soutenir le point résistance écologique, le plus efficace est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. Alors merci d'avance et à très vite pour un prochain épisode.